merci à Monsieur le maire, merci à Xavier Pi, vice-président de l'université, merci à Madame la vice-présidente de la région, et bien sûr, merci à tous les membres du... Alors, il y a quoi? C'est Elisabeth, il y a un comité secret pour le colloque de Collioure. Enfin, il y a des gens qui travaillent et dont je dois dire qu'ils nous ont accueillis très chaleureusement hier soir. Je tiens à le remercier. C'est en plus très sympa comme... Voilà, il y a beaucoup de chaleur humaine. Effectivement, je vais vous parler de réchauffement, pas ce type de réchauffement. Voilà, tout ce colloque va être autour de ces problèmes de réchauffement climatique dont on a effectivement beaucoup parlé depuis hier, mais un peu avant aussi tout l'été. Bien sûr, la démission de Nicolas Hulot. Ce matin, la nouvelle, c'était que l'été 2018 a été en France le deuxième été le plus chaud que nous ayons connu, après l'été 2003. Voilà, donc nous sommes, disons, dans notre vie de tous les jours, en plein dans cette actualité du réchauffement climatique. Alors, oui, vous l'avez dit, je suis effectivement au CEA. J'y suis, ça vaut peut-être le coup de le dire, je suis rentré au CEA, j'ai commencé ma thèse il y a 50 ans, en 1968, et depuis, je me suis intéressé à la glace. Alors, je me suis beaucoup intéressé effectivement à... Bon, je dirais que mon domaine d'expertise, ce sont les climats passés. Donc, par exemple, des choses dans lesquelles je suis pas mal impliqué, c'est cette reconstruction à partir des glaces de l'Antarctique, alors des températures, vous voyez, au centre sont la reconstruction des températures et des compositions des deux principaux gaz à effet de serre sur lesquels nous agissons, disons que dont nous modifions les concentrations par nos activités, le gaz carbonique et le méthane. Donc je ne vais pas, bien sûr, faire ce séminaire autour des données du passé. Nous allons avoir cet après-midi aussi, bien sûr, un regard vers le passé. Voilà, et puis demain, nous avons quelque chose de la paléoclimatologie en Méditerranée, donc je vous invite à être là. Mais ce qui est important, c'est que ce sont quand même, pour ce qui me concerne, ce qui m'a intéressé tout au long de ma carrière, c'est en quoi les données du passé nous apportaient des informations pertinentes vis-à-vis de son évolution future. C'est ce qui m'a vraiment intéressé. Bon, bien entendu, ce lien entre climat et effet de serre que nous voyons de façon très claire au cours des 800 000 dernières années. En période glaciaire, il y a moins de gaz à effet de serre qu'en période chaude. Ça en fait partie. Ça illustre le lien entre climat et effet de serre. Après, l'explication est beaucoup plus compliquée puisque le moteur, disons le métronome de ces variations climatiques, les cycles glaciaires interglaciaires, ce ne sont pas les gaz à effet de serre, mais la position de la Terre sur son orbite. De façon très simple, une fois que ça a démarré, eh bien, ces gaz à effet de serre participent au changement climatique, l'amplifient. Donc, c'est vraiment ce qui m'a amené aussi, disons, j'ai eu la chance d'être impliqué, de participer à la découverte des variations climatiques rapides au Groenland, et on voit bien à travers ces exemples le lien, l'information que contiennent les données du passé par rapport aux 200 années que nous allons vivre. Alors, il y a une information très importante, vous voyez les deux petits points là-haut, c'est qu'au cours des 800 000 dernières années, eh bien, jamais les concentrations dans ces deux gaz à effet de serre n'ont été aussi importantes. Et de façon très claire, le maximum pour ce qui concerne le gaz carbonique, c'est 300 parties par million. C'était plutôt 700 parties par milliard pour le méthane. Et nous en sommes sur la période récente, voilà, donc pour le gaz carbonique à gauche, à plus de... disons à plus de 410 ppm à peu près, 410, c'est-à-dire on a vraiment augmenté de 30%, de 40% pratiquement pour le méthane a été multiplié par 2,5. Un autre gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, dont on voit aussi d'ailleurs l'enregistrement dans les glaces polaires, a lui augmenté de 20%. Alors que se passe-t-il? Bon, c'est relativement simple ce qui se passe sous nos yeux. C'est que l'effet de serre, bon, je vais simplifier, mais je pense que d'autres, comme Guy Brasseur, le feront mieux que moi, mais l'effet de serre, c'est simplement, disons, par temps clair comme aujourd'hui, en gros, le soleil nous transmet de l'énergie, il y a une partie qui est absorbée, heureusement, par l'ozone, mais, disons, beaucoup d'énergie solaire nous arrive au sol, et puis, il y a une partie qui est réfléchie, mais cette partie qui est réfléchie, il y a une partie de cette partie réfléchie qui est absorbée par les gaz à effet de serre. Donc, en gros, l'effet de serre, si on augmente l'effet de serre, eh bien, on va augmenter la quantité de chaleur disponible pour l'ensemble du système climatique. Alors, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est que l'ensemble du système climatique, mais en gros, on peut dire que depuis 200 ans, eh bien,
on a augmenté de plus de 1%. En gros, l'augmentation de l'effet de serre, c'est à peu près 3 watts par mètre carré supplémentaire. Par rapport à quoi? Par rapport à 240. Donc c'est plus de 1% d'augmentation. On a augmenté le chauffage. C'est très simple. Alors, disons par la pollution, on a aussi un peu diminué le chauffage d'un peu de moins d'1 watt par mètre carré. En gros, le chauffage a augmenté d'environ 1%. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais disons, il n'y a pas de surprise. Quand on augmente le chauffage, eh bien, la température augmente. Et c'est vraiment ce qui se passe sous nos yeux. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Voilà. Donc là, on pourra voir bien sûr les données depuis 150 ans, depuis l'année 1880, il y a des mesures. Les années, on voit vraiment ces années récentes les plus chaudes. De 2016 a été l'année la plus chaude. Alors les années chaudes, il y a différentes couleurs. Ici en rouge, ce sont des années où il y a le phénomène El Niño, c'est-à-dire qui généralement sont en dessus de la tendance parce que ce sont des années où une large partie du Pacifique est plus chaude que sa valeur moyenne. Le retour de El Niño, c'est souvent ce qu'on appelle des El Niñas, des bleus, là où au contraire, eh bien, l'océan Pacifique, cette partie est, disons, en dessous de la valeur moyenne. Et il y a des années neutres, on voit que les années El Niño, effectivement, sont généralement des années records. Le dernier grand El Niño, c'était en 1998, et on a eu quand même une bonne douzaine d'années pour que ce record soit battu de façon claire. Ce sera peut-être le cas d'ailleurs pour 2016, parce que 2016 a été vraiment exceptionnel. 2017 est vraiment l'année la plus chaude, sans phénomène neutre, je dirais, sans phénomène El Niño que nous ayons connu. Et puis 2018, sera la troisième année la plus chaude. C'est clair que quand on regarde les données sont jusqu'à fin juillet, c'est pour le moment la troisième année la plus chaude. Donc vous voyez, quand on regarde pratiquement les 5 dernières années, si on inclut 2018, ont été les 5 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 1880. En tout cas, voilà. Donc ce réchauffement est bien là, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a cette chaleur supplémentaire, mais il n'y a que 1% ou un peu plus de cette chaleur supplémentaire qui est utilisée par l'atmosphère. Donc bien sûr, on vous parle de l'atmosphère d'abord. Pourquoi? Parce que c'est quand même là où on vit. Donc c'est important de savoir ce que nous, disons, le milieu vraiment où notre humanité se développe, c'est à la surface de la planète essentiellement. Mais si on veut vraiment tester la réalité de l'effet de serre, et c'est ce qu'on fait, il faut quand même aller voir dans l'océan, puisque plus de 90% de cette chaleur supplémentaire vont dans l'océan. C'est 93%, voilà, et puis le reste utilisé par les glaces et par les surfaces continentales. Donc, et si on va dans l'océan, là, le diagnostic est réellement très clair, en particulier à travers l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer s'accélère depuis une trentaine d'années. Elle est un peu au-dessus de 3 mm par an. Depuis le début du XXe siècle, elle est à peu près de 20 cm. C'est pas rien, donc ça a déjà des conséquences, surtout dans certains pays, sur certaines côtes. Et cette élévation du niveau de la mer, eh bien, elle est liée, d'une part à l'océan se réchauffe, évidemment, il se dilate, et cette dilatation joue, grosso modo, pour 1 mm par an. Et puis, une large partie du reste, une très large partie du reste, c'est lié aux glaces. Alors, les glaciers alpins, les glaciers continentaux, plutôt, les glaciers tempérés, ils jouent, un rôle, mais depuis une vingtaine d'années, ce sont les glaces du Groenland, pour près d'1 millimètre chaque année, et celles de l'Antarctique de l'Ouest, qui sont, je dirais, les principaux contributeurs à l'élévation du niveau de la mer. En gros, de façon assez simple, on a quand même, à travers cette élévation du niveau de la mer, la combinaison de deux indices, réchauffement de l'océan, fonte des glaces, qui sont quand même un témoignage très clair du réchauffement climatique. Donc, nous arrivons à la conclusion, alors une double conclusion, je me suis effectivement beaucoup, je m'appuie évidemment beaucoup sur les conclusions du dernier rapport du GIEC. Nous aurons un rapport spécial dans quelques semaines qui fera le point sur, j'en reparlerai peut-être un peu sur 1,5, le réchauffement limité à 2 degrés, voire 1,5. Mais le GIEC est très clair avec deux conclusions importantes. Le réchauffement est sans équivoque et sans précédent. Alors il est sans précédent depuis, au moins un millénaire. On retrouve dans le passé des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui. Ça a été le cas, par exemple, au début de la période actuelle de l'Holocène, mais surtout il y a 125 000 ans, la précédente période chaude était plus chaude de façon tout à fait naturelle.
non pas à cause du gaz carbonique, mais à cause de la position de la Terre sur son orbite, des changements d'insolation. Voilà, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes, il y a 50 millions d'années. En fait, le climat de la Terre s'est toujours modifié avec des périodes très chaudes, aussi des périodes où il y a eu un englacement quasi total. Mais depuis 200 ans, on peut dire qu'à cette variabilité naturelle, qui joue à toutes les échelles de temps, se superpose, se surajoute, disons, eh bien, un réchauffement qui est lié aux activités humaines et à l'augmentation de l'effet de serre. Et le diagnostic est aussi là très clair, c'est qu'une large part du réchauffement des 50 dernières années est déjà liée aux activités humaines. Alors nous accordons, disons, on dirait, nous sommes quasiment certains, puisque nous disons qu'il y a plus de 95 chances sur 100 que ce soit le cas. En fait, les causes naturelles de variation du climat à ces échelles de temps, plus séculaires, ce sont la variation de l'activité solaire, non pas la position de la Terre sur son orbite, qui ne bouge pas beaucoup, enfin très lentement, et puis aussi, disons, le volcanisme. À chaque éruption volcanique importante, eh bien, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés pendant quelques années, et puis le climat reprend sa tendance normale. Donc, et cela, ces causes naturelles ne peuvent jouer qu'au maximum pour 1 dixième de degré, alors que le réchauffement est de 7 dixièmes de degré depuis 50 ans, et qu'il peut complètement s'expliquer par l'augmentation de l'effet de serre. C'est là où nous en sommes, donc c'est vraiment une quasi-certitude, je dirais, voilà, une certitude que le réchauffement est déjà lié aux activités humaines. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le futur. Pour le futur, alors aussi pour le passé d'ailleurs, on utilise beaucoup de modèles climatiques. Voilà, donc Guy, qui est ici et qui est aussi beaucoup impliqué dans le GIEC et au niveau Guy Brasseur, donc au niveau du programme Recherche mondiale sur le climat, vous parlera peut-être plus de ces aspects, donc je passerai rapidement là-dessus. Bien sûr, simplement en vous montrant un résultat clé. Disons, sur la modélisation climatique, si vous voulez, notre science s'appuie à la fois sur des observations, à la fois du passé, du présent, mais pour le futur, nous n'avons en gros que la modélisation comme outil. On ne peut pas, disons, le climat futur n'est pas une prolongation, un prolongement du climat passé, même si, je le répète, nous pouvons, à partir des climats passés, apprendre, acquérir des informations qui sont importantes pour l'évolution future du climat, mais cette évolution future ne peut être appréhendée que par des modèles. C'est ça qui est important. Alors ces modèles, on peut les tester sur les données du passé ou sur d'autres planètes, mais Guy vous parlera de tout ça et sur l'histoire aussi de la recherche climatique, je pense, demain. Donc voilà. Donc un résultat quand même qui est assez marquant. Donc si on ne fait rien, en gros, on laisse aller la machine, et à la fin du siècle, que se passe-t-il? On émet sans compter, donc voilà, ce qu'on appelle un scénario émetteur. On arrive à des températures 4 à 5 degrés plus chaudes en moyenne, et puis avec il y a une répartition du réchauffement. Le réchauffement n'est pas le même partout. On peut aller dans les régions de l'Arctique, il y a une amplification pratiquement d'un facteur 2, on peut arriver jusqu'à 10 degrés. L'océan se réchauffe moins vite que les continents, donc ça veut dire que les continents se réchauffent plus vite que l'océan, et donc c'est largement 4 à 5 degrés, on en parlera sur la France, ça peut aller, disons, dans la fin du siècle, dans ce cas de ce scénario émetteur, en gros qu'il nous faut tout faire pour éviter. Pourquoi ? Eh bien parce que ça a des conséquences, ce réchauffement climatique. Alors, ces conséquences, je vais les évoquer, je ne veux pas être trop long parce que, comme l'a dit Jennifer, je pense que l'important c'est d'avoir les questions. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais ces conséquences, effectivement, on va d'abord, dans un premier temps, les évoquer avec ce scénario émetteur. Donc vous voyez, ce scénario émetteur, donc vous avez à gauche avec des réchauffements qui vont jusqu'à un peu, donc ça c'est la valeur moyenne. L'évolution du climat, quand on regarde un scénario émetteur, eh bien c'est entre 4 et 5 degrés, pratiquement 5 degrés par rapport au pré-industriel à la fin du siècle. Et un point très important, c'est que dans ce scénario émetteur, eh bien, le climat n'est pas du tout stabilisé à la fin du siècle. En fait, si on continue, on peut arriver à des réchauffements de 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain, peut-être plus dans certaines régions, en moyenne. Voilà, et disons, je ne dis pas qu'il n'y a pas de limite, mais c'est clair que dans le cas de scénario, il n'y a pas du tout de stabilisation du climat. Donc, ce scénario. Ensuite, l'autre scénario dont je vous parlerai, en gros, qui est plus proche c'est le scénario sobre qui est celui, disons, voilà, qui permet
disons, qui est en phase avec l'objectif de l'accord de Paris, hein, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, et disons, qui est stabilisé à la fin du siècle, en gros. Hein, c'est ça qui est important. Donc, il faut quand même retenir de cela que le réchauffement climatique est inéluctable. Donc, mais ça, on le dit depuis 30, 40, 50 ans. Enfin, bon, peut-être pas il y a 50 ans. Dans les années 70, on parlait plus d'un refroidissement climatique, du passage à la prochaine période glaciaire. Vraiment, je ne vais pas empiéter sur ce que va dire Guy, mais c'est vraiment les années 80 qui ont été importantes pour la prise de conscience, je dirais. Mais voilà, dès le moment de la création du GIEC, c'est clair que ce message était... Nous étions certains que si nous continuions à émettre disons, des gaz à effet de serre sans compter, nous irions vers un réchauffement climatique important. Voilà, alors les conséquences, le GIEC, là, j'ai pris une classification là aussi du dernier rapport du GIEC, en fait, 5 catégories de conséquences, et puis, vous voyez, une échelle, disons, de gravité. Hein, donc voilà, donc des conséquences, disons, indétectables, moyennes, élevées, très élevées. Il n'y a pas de surprise, hein, si vous êtes à 5 degrés, vous voyez la barre rouge, eh bien, pratiquement... Quelle que soit la conséquence que vous regardez, que vous examinez, eh bien, vous êtes dans des impacts très élevés. Ça, il n'y a pas de surprise, évidemment. À l'inverse, et on comprend bien l'intérêt et le choix de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Je le redis, il est inéluctable, ce réchauffement, il sera très difficile à limiter à 2 degrés, mais l'intérêt, évidemment, c'est que les conséquences sont beaucoup moins importantes et que, en gros, on a le sentiment que si on y arrivait, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui, hein, parce qu'il ne s'agit plus des générations futures, pourraient à la fin du siècle s'adapter pour l'essentiel au réchauffement climatique auquel ils auront à faire face. C'est limité à 2 degrés, voire 1,5 degré. Pas partout, hein, il y aura quand même des conséquences importantes. Mais c'est ça l'idée, bien sûr, de l'accord climat. Hein, faire que le réchauffement climatique reste limité de façon à ce que l'adaptation soit réellement possible pour l'essentiel. Alors de quoi s'agit-il quand on parle des conséquences? Voilà les 5 catégories, j'ai pris quelques exemples. Je pense que si vous êtes ici, vous êtes assez familier avec toutes ces choses. Il y a un point quand même qui est assez important pour Collioure, par exemple, pour la Méditerranée. C'est le premier point qui n'a pas grand-chose à voir avec le réchauffement climatique, mais qui en a quand même un effet secondaire, enfin une des conséquences indirectes, je dirais, c'est l'acidification de l'océan. Chaque année, en gros, on émet... on émet 40 milliards de tonnes de gaz carbonique à peu près, hein, puis il y en a à peu près 10 milliards, un peu plus, en gros ça dépend des années, de gaz carbonique qui vont dans l'océan. C'est bien pour nous, et puis à peu près un peu plus, disons, piégé dans la biosphère. Tout ça c'est très bien pour nous, parce que s'il n'y avait pas ni océan ni atmosphère, eh bien, en gros, les concentrations dans l'atmosphère croîtraient 2 fois plus vite qu'elles ne le font. Donc c'est bien, mais c'est pas bien pour l'océan. Hein, c'est pas bien pour l'océan puisque c'est un acide faible et le gaz carbonique, l'acide anhydrique. Eh bien, et cet acide faible, l'acidification, c'est pas négligeable en termes d'acidité. On a déjà, disons, augmenté l'acidité de l'océan d'à peu près 30% depuis le début du siècle. Et dans le cas d'un scénario émetteur, eh bien, cette acidité doublerait pratiquement d'ici la fin. Non, depuis le début du siècle dernier, et elle doublerait d'ici la fin du siècle, en gros, grosso modo. Alors, évidemment, on pourra toujours aller se baigner, hein, c'est une acidité très faible, mais malheureusement, tout ce qui est formé de calcite, que ce soit, bien sûr, on pense d'abord aux récifs coralliens, mais aussi à tous les animaux, à toutes les coquilles des animaux marins, dont certains, que nous aimons bien, disons, souffriront, ont plus de mal à se former si l'océan est plus acide. Donc, et ça a des conséquences, évidemment, acidification de l'océan sur les récifs coralliens, qui ont la triple peine actuellement. Sinon j'ai jamais vu une quadruple peine. La première, c'est que des récifs coralliens, ils se développent dans des eaux, disons, généralement où les changements de température sont très faibles. Ils sont habitués à une plage de température relativement restreinte et ils n'aiment pas trop si on les force à s'en sortir. Hein, donc ça, l'acidification ne les aide pas. Ensuite, les récifs coralliens qui sont, disons, pratiquement tous près des continents, eh bien, souffrent de la pollution continentale. C'est le cas de la barrière de corail pour ce qui concerne l'Australie, mais disons, il y a beaucoup là aussi de pollution qui arrive, de nitrates, qui arrivent ou d'autres qui arrivent
du continent et qui ne les aident pas. Et puis j'ai vu aussi que la pollution plastique, hein, qui n'est pas négligeable, n'aide pas non plus les coraux. Donc les récifs coralliens sont à mal. Alors, la deuxième catégorie, j'y reviendrai, ce sont les extrêmes climatiques, donc qui ont tendance à devenir plus extrêmes, sécheresse, inondations, canicules, cyclones, j'en redirai quelques mots. Ensuite, les populations, c'est important, bien sûr. On oublie un peu la faune et la flore, très souvent, j'y reviendrai aussi. C'est là où on va évoquer les réfugiés climatiques. Il y a des régions où il sera très difficile de continuer à vivre, hein, donc que ce soit des régions côtières qui seraient régulièrement inondées à cause de l'élévation du niveau de la mer, d'autres où les ressources en eau ne sont plus là. La sécurité alimentaire ne pourrait pas être assurée dans certaines régions, en particulier on pense à des régions du nord de l'Afrique. Et puis la sécurité au sens... Il y a un lien, alors il y a beaucoup de discussions là-dessus. Hein. Y a-t-il un lien entre la sécurité au sens sécuritaire du terme et le réchauffement climatique? Beaucoup pensent que, le GIEC dit clairement que le réchauffement climatique risque d'accroître, il y a un risque d'accroissement des conflits. C'est très clair. Alors, est-ce que c'est déjà le cas? Certains le disent pour la Syrie, je ne m'étendrai pas là-dessus, il y a beaucoup de débats. Mais en tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée, et ça sera un monde beaucoup plus instable, très difficile je crois, à gérer qu'un monde beaucoup plus chaud. Alors, ensuite, disons bien sûr, il n'y a pas que le problème du réchauffement climatique quand on regarde notre futur, le futur de notre métier. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a bien sûr celui de la pauvreté, celui de la pollution, et puis la perte de biodiversité est un problème. C'est pas bien ça. Bon, tu te tais. Donc effectivement, il n'y a pas que ce problème réchauffement climatique dont on parle, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que la perte de biodiversité qui est liée aux activités humaines, mais pas encore vraiment au réchauffement climatique, un petit peu peut-être, bien sûr, est tout aussi importante. Disons la préservation des écosystèmes au sens plus large, les pollutions, les problèmes de santé et d'environnement. Je pourrais ajouter les problèmes de pauvreté également, je ne l'ai pas fait là, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque, je suis au Conseil économique, social et environnemental, et on a fait récemment un avis sur ce qu'on appelle la justice climatique. En fait, la justice climatique, c'est le fait que, c'est plutôt l'injustice climatique, le fait que, en cas à toutes les catastrophes climatiques, il est clair que tous les événements climatiques, qu'ils soient liés aux activités humaines ou non, ce sont les populations les plus pauvres qui souffrent. Alors c'est vrai au niveau mondial, hein, on perçoit bien qu'il y a des régions plus vulnérables que d'autres, mais c'est vrai aussi dans les pays développés. Hein, si on regarde, on peut prendre les deux derniers exemples, hein, disons à Houston au Texas, il y a à peu près un an, il y a eu ce cyclone Harvey très destructeur, avec surtout des inondations importantes, ou à la Nouvelle-Orléans, c'est clair que ce sont les couches pauvres de la population qui ont eu le plus de mal à s'en remettre, et c'est probablement pareil, la reconstruction n'est pas encore là, mais ça sera probablement pareil pour l'île de Saint-Martin pour ce qui concerne les Antilles. Hein, donc cette idée, le lien entre pauvreté et réchauffement climatique, difficulté des couches pauvres de la population est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en exergue. Alors les problèmes de santé et environnement, c'est aussi le problème. Hein. Bien sûr, on souffre des canicules, on peut souffrir aussi d'insécurité alimentaire dans certaines régions. La pollution, disons pour ce qui concerne la pollution estivale, c'est plus difficile à y faire face. Elle se produit au moment d'un pic de chaleur, c'est très clair, parce que c'est vraiment un couvercle qui est déposé. La biodiversité, je vous montrerai un exemple également qui montre que le lien entre biodiversité et climat risque d'être essentiel dans le futur. Il y a des phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, le dégel du permafrost. Donc j'illustre quelques-uns de ces exemples, par exemple l'élévation du niveau de la mer. Disons, si on prend toujours le scénario émetteur, ça ne sera pas loin, on flirtera avec les 1 mètre, le mètre d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle. Mais le véritable problème, c'est plutôt à plus long terme, déjà un problème énorme qu'une élévation du niveau de la mer de 80 cm à 1 mètre, mais là, ça se poursuivra, et non pas sur un siècle, mais sur des millénaires, avec un risque non négligeable de fonte totale du Groenland, pas à échéance séculaire, à échéance millénaire, si le réchauffement climatique est important. Ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer.
Et donc, et on peut même craindre aussi pour une partie de l'Antarctique, l'Antarctique de l'Ouest. Donc, c'est vrai que ce réchauffement climatique, ce qu'on met en route actuellement, disons, amène des conséquences très importantes à échéance séculaire, mais aussi pour ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer à échéance millénaire. La perte de biodiversité, je l'illustre à travers là aussi, ça vient du GIEC. Vous voyez, là, il y a à peu près 8 espèces de soit de faune, soit de flore, des arbres, des plantes, des rongeurs, des mammifères, et il y a leur capacité de déplacement. Eh bien, on voit que pour beaucoup de ces espèces, des arbres, des plantes, mais aussi les rongeurs ou d'autres, eh bien, leur capacité de déplacement est inférieure, voire nettement inférieure à la vitesse du déplacement climatique à la fin du siècle, dans le cas d'un réchauffement disons, là aussi, je parle toujours du scénario émetteur dans ce cas-là. Hein. Donc, vous voyez la difficulté que ces espèces, bon, si on ne les aide pas à s'adapter, elles ne pourront pas s'adapter. Hein. Donc, on voit bien que la perte de biodiversité, qui est déjà un véritable problème, risque d'être exacerbée par le réchauffement climatique. Et c'est vrai aussi, hein, cela est exact pour tout ce qui concerne aussi la pollution, les problèmes de santé environnement, ces autres problèmes environnementaux seront exacerbés, ou disons l'accès aux ressources en eau seront exacerbés par le réchauffement climatique. Bon, alors on parle beaucoup de productivité agricole parce que bon, certains ont le sentiment que, ouais, d'accord, le réchauffement climatique, ça peut quand même être, il peut y avoir des bénéfices dans certaines régions. Alors, et l'exemple qu'ils donnent souvent, eh bien, c'est que la productivité agricole, par exemple, elle est dans des régions, je dirais, de la Sibérie actuellement, au sud de la Sibérie, ou une partie de la Sibérie qui n'est pas productive pourrait le devenir. C'est vrai aussi en Amérique du Nord pour certaines régions, mais c'est tout à fait illusoire. Je veux dire, si le réchauffement climatique, là, c'est une synthèse plus sur les principales cultures, hein, donc blé, riz, maïs et soja, sur lesquels en fait nous construisons, ainsi que le bétail. Eh bien, effectivement, les zones bleues, ce sont les zones où, disons, qui bénéficient du réchauffement climatique, et puis celles qui en pâtissent sont en jaune et en marron, hein, voilà, de façon de plus en plus importante. D'ici la fin de la prochaine décennie, en gros, d'ici 2030, les régions qui gagnent et les régions qui perdent sont à peu près équilibrées en termes de productivité agricole. Et puis, vous voyez, à la fin du siècle, eh bien, les régions qui perdent ont nettement pris, les régions qui perdent, effectivement, ont nettement pris le pas sur les régions qui gagnent. Alors, cette idée qu'il y a des régions qui gagnent, eh bien, elle est quand même tout à fait, elle n'a pas vraiment de socle réel. L'agriculture pâtira du réchauffement climatique si on regarde de façon globale, tout simplement parce qu'il y a des cultures qui n'aiment pas du tout, et ça sera très difficile d'y arriver. Disons, au-delà de 30 degrés, il n'y a pas grand-chose qui pousse de façon facile. Donc voilà un peu un résumé de voilà, quelques images, hein, donc, qui illustrent, voilà, c'est récent, soit des inondations, soit des sécheresses, soit des tempêtes, voilà, les problèmes des réfugiés climatiques, le problème également de la fonte du permafrost. Alors, c'est vrai alors la façon dont je crois nous percevons tous, chacun d'entre nous, le réchauffement climatique, ce sont les événements extrêmes. Donc voilà, c'est qu'à un moment, on voit bien que ce sont les inondations, les sécheresses, les cyclones dans certaines régions, les canicules, vraiment les vagues de chaleur. Et ce sont elles aussi, alors à la fois ce sont elles qui nous conduisent à percevoir le réchauffement climatique, et mais ce sont aussi elles qui sont à l'origine des coûts les plus importants. Ces extrêmes climatiques, ils ont toujours existé. Hein, il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours eu des inondations, des cyclones. La question qui est posée, c'est vraiment de savoir l'évolution de ces cyclones. Alors en termes de nombre d'événements extrêmes, vous voyez, c'est sur l'échelle de gauche, ça a nettement augmenté, pratiquement été multiplié par 3 depuis une trentaine d'années. Et puis en termes de coûts, là aussi, c'est de plus en plus important. Voilà, donc mais enfin, il faut être prudent. Hein, il y a aussi, en termes de coûts, il y a aussi beaucoup plus de biens, assurés qu'avant. Hein, mais disons que le nombre des événements climatiques extrêmes est quand même plus important qu'il y a une trentaine d'années. Alors, j'ai parlé un peu de la France parce que c'est quand même ce qui est aussi, je pense, et de la région un peu intéressant de savoir. Donc pour la France, bien sûr, on n'échappe pas au réchauffement climatique. Hein, donc voilà,
l'année la plus chaude jusqu'ici a été 2014. Alors de façon surprenante, l'été 2014 a été un été pourri, mais enfin bon, disons pas du tout caniculaire et même assez pluvieux. Et peut-être pas pourri quand même, mais pas et c'est quand même l'année la plus chaude parce que l'hiver a été remarquablement doux et l'automne, disons, l'été se prolongeait assez longuement vers l'automne. Donc c'est l'année la plus chaude. J'ai redit qu'en termes d'été, j'y reviendrai, donc j'y reviens ensuite, je pense. Voilà, donc en termes de réchauffement climatique, il y a aussi, bon, pour ceux qui sont un peu sceptiques vis-à-vis des thermomètres, il y en a encore, il suffit de regarder autour de soi. Hein. Donc il suffit d'un peu, sur l'échelle d'une génération en tout cas, vous voyez donc des indices qui sont très clairs. Bon, l'évolution bien sûr de la date moyenne des vendanges. Hein, vous voyez donc dans 5 régions, y compris ici, hein, pratiquement, eh bien, cette date moyenne des vendanges s'est avancée de 3 bonnes semaines depuis une cinquantaine d'années. Hein, donc c'est lié à ces conditions plus chaudes. L'enneigement, hein, ça c'est pour, je crois, le nord des Alpes, eh bien, l'enneigement diminue, que ce soit au niveau du sol, au niveau de l'épaisseur, enfin, quand on regarde l'épaisseur de neige supérieure à 1 mètre, il y a un enneigement qui diminue en épaisseur et, la durée également de l'enneigement diminue. Donc ça, c'est dans les régions montagneuses. Un troisième indice, c'est bien dans ces régions montagneuses. Quand on regarde le bilan de masse des grands glaciers alpins, voilà, Argentière, ici Guébolaz et Saint-Sorlin, eh bien leur bilan. En gros, ils perdent de la masse chaque année. Ça, c'est cumulé, vous voyez, mais c'est vrai pratiquement pour l'ensemble des glaciers. C'est vrai pour quasiment l'ensemble des glaciers de la planète, sauf quelques exceptions. Hein, mais disons, cette diminution, là aussi, donc, en gros, je crois que si on prend le temps de regarder la nature autour de soi, son évolution, on comprend que les choses changent au-delà d'une canicule de temps en temps et de quelque chose. Donc il y a vraiment une évolution de fond qui touche notre pays, qui touche l'Europe. Alors, si on regarde les projections pour la France, évidemment, on n'échappe pas au réchauffement climatique. Donc là, j'ai pris en France, on a deux modèles climatiques, un de Météo France, donc, qui est ici, puis donc l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc qui est plutôt les Parisiens. Voilà, nous sommes regroupés, dans un institut Pierre-Simon Laplace, et donc il y a aussi un modèle qui s'est développé. Et donc voilà, le réchauffement, il n'y a pas de surprise, il est important en France. On peut excéder, vous voyez, 4-5 degrés, et puis même un peu plus, on peut aller au-delà de 5 degrés, toujours dans le cadre de ce scénario émetteur à la fin du siècle. Hein, et en tout cas en 2100, ça c'est la moyenne sur les 30 dernières années, mais en 2100, on prend vraiment plus de 5 degrés dans certaines régions, en particulier sur la partie est de la France et sur le sud-est de la France. C'est un peu moins dans ma Bretagne natale. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde en Bretagne cet été quand même. Donc, faites attention du point de vue tourisme, hein, c'est important. Il faut. Bon. Et ce qui nous intéresse, on va revenir bon, puisque c'est quand même on est l'été ici et puis on se pose des questions évidemment. Alors il y a deux façons de regarder, l'évolution des étés, des vagues de chaleur. La première, c'est ce que je montre ici, c'est de regarder la température moyenne de l'été. Par exemple, donc la température moyenne de l'été, vous voyez, vous avez les données en noir, donc on part à la fin dans la deuxième partie du XXe siècle. Bon, on a peut-être pas tous ici, il y a quand même quelques jeunes, merci, mais bon, on a tous ce souvenir de 1976, hein, vous voyez, ça dépassait pratiquement de 3 degrés, mais 1976 a été battu, l'année la plus chaude, c'est quand même 2003. Hein, et je comprends quand même que 2018 est le deuxième été le plus chaud. Hein. Donc c'est ça, on regarde les mois juin, juillet, août. Alors si on se focalise sur 2003, vous voyez, c'était 3,2 degrés plus chaud que les étés de référence. Les étés de référence, ce sont les étés moyens de la fin du XXe siècle, hein, les 30 dernières années, je crois. Eh bien, à partir le rouge, c'est le scénario émetteur. Disons qu'à partir, grosso modo, de 2050, vous voyez donc pratiquement, ou un peu après, l'été 2003 deviendra un été moyen, hein, tout à fait moyen. Et il y en aura quelques-uns qui seront un peu plus froids que 2003, un peu plus froid, enfin, un peu moins chaud, je dirais plutôt. Mais vous voyez qu'on peut avoir dans la dernière partie, les 30 dernières années, des étés qui pourraient être 6 à 8 degrés plus chauds que l'été de référence. On passe dans un autre monde. Alors,
en bas, c'est un scénario, je le montre là, je le commente là, c'est plutôt un scénario qui permet, dans lequel, en tout cas, le réchauffement à la fin du siècle est limité à 2 degrés, un scénario intermédiaire, et vous voyez qu'il y a quand même très peu d'étés qui dépassent 2003. On voit à travers disons ça, c'est une simulation du modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Voilà. On voit à travers cela l'intérêt de lutter contre le réchauffement climatique, ne serait-ce qu'au niveau disons des étés. Alors, une autre chose, une autre façon de regarder, et ça fait couler beaucoup d'encre, parce que peut-être que j'ai mal expliqué, qu'on a mal expliqué les choses, et d'ailleurs les journaux n'ont pas forcément pris. En gros, quand vous regardez, je vous ai parlé d'un été, bon, en gros, quand l'été, disons, quand l'été se réchauffe, devient plus chaud de 3 degrés, enfin, disons, les records de chaleur ont plutôt tendance à augmenter plus rapidement que la valeur moyenne des étés, pratiquement d'un facteur 2. Donc, et en fait, donc on parle bien de records, de température record. Donc, si vous regardez en France actuellement, nos collègues de Météo France ont découpé la France en 5 régions. Eh bien, les records de température, donc ça a pu arriver que très ponctuellement, pas sur l'ensemble de la région, mais simplement en un point de la région. C'est ça qui est un peu trompeur. Ponctuellement, on a pratiquement des températures supérieures à 42 degrés. Et donc, c'est disons une illustration faite par un journal, JDD, à partir de l'article de collègues de Météo France et du Cerfax à Toulouse, de collègues toulousains, Bador et al., sorti l'an dernier, et ils se sont intéressés au record de température, disons, dans la deuxième partie de ce siècle et à la fin du siècle. En fait, les records possibles à partir de 2050, ça c'est le libellé de JDD, en fait c'est en 2100. Quand on lit l'article, c'est les records possibles en 2100, avec des réchauffements donc, qui en France, en moyenne, l'été pourrait être de 6 degrés. Eh bien, en gros, les températures records peuvent être, disons, battues dans certains points très ponctuellement. Ça peut être une fois dans un seul endroit de cette région, jusqu'à 12 degrés. Donc, il pourrait y avoir des températures records qui atteignent 55 degrés voilà, dans certaines régions, mais pas sur toutes les régions et pas tout le temps. C'est parce que malheureusement, il y a eu un article dans Le Monde, une interview, et disons, ces 55 degrés sont apparus comme une température moyenne. Ça n'a rien à voir, bien sûr, un record de température, une température moyenne sur 3 mois. Mais ça montre quand même qu'on rentre dans un autre monde. C'est ça qui est important, que les temps... disons, demandé commander sur 2050, bien sûr, 2050, on peut avoir des records de température qui flirteraient avec les 45 degrés. C'est très clair en France, ici en particulier. C'est pas négligeable. Donc, d'autres conséquences, je ne vais pas être trop long, je vous le promets, c'est 3 quarts d'heure, j'ai encore 10 minutes. Donc, voilà, d'autres conséquences assez, disons, très importantes aussi, parce qu'il n'y a pas que la température, bien sûr. Il y a aussi les ressources en eau. Donc, un des problèmes, vous voyez, quand vous voyez une carte des précipitations, eh bien, disons qu'il y a un risque, disons, les modélisations nous montrent, donc les zones marron, vous voyez, c'est l'Europe, puis, disons, le nord de l'Afrique, on voit la Méditerranée, et les zones marron sont des zones où les précipitations ont des risques de diminuer, et puis elles augmentent sur les zones vertes. Alors, des précipitations plus importantes l'hiver sur le nord de l'Europe, ça n'a guère d'intérêt, sauf d'accroître le risque d'inondation. C'est très clair. Par contre, en revanche, mais aussi ça n'a peu d'intérêt, et c'est même un des problèmes de certaines régions, c'est que, une diminution des précipitations qui pourrait, disons, atteindre 50%, donc à la fin du siècle, là aussi, donc ici, y compris sur le sud de la France, c'est pas négligeable parce qu'il y a aussi une augmentation de l'évaporation. Donc tous les problèmes de ressources en eau qui y sont liés sont vraiment des problèmes auxquels il faut porter la plus grande attention. Donc les problèmes, bien sûr, il y a des conséquences sur l'agriculture, sur la viticulture dans vos régions, évidemment.
On a fait un colloque sur l'agriculture, la viticulture, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on aura le droit un jour d'irriguer nos vignes ou pas, donc c'était assez intéressant quand même, parce qu'il y a beaucoup de débats, il y a certains pays qui ont le droit à l'irrigation. Bien sûr, les problèmes de réfugiés climatiques avec tous ces... Bon, quand on pense au nord de l'Afrique, à la Corne de l'Afrique qui deviendra plus chaude, plus sèche, voilà, et le risque de feux de forêt de plus en plus important. Bon, j'illustre les risques de feux de forêt. Donc en fait, disons, c'est une carte, je commente rapidement parce que disons qu'il y a des niveaux de risque, c'est une carte de niveau de risque, il y a 5 niveaux de risque par rapport aux feux de forêt. Et quand vous voyez la zone de gauche, eh bien, disons que à droite, c'est les endroits où les risques de feux de forêt changent de classification. Mais par exemple, bon, bien sûr, il y aura toujours des risques de feux de forêt sur le pourtour méditerranéen. Ils ne vont pas disparaître, bon, ils sont déjà bien là, mais il y aura par exemple des régions qui en France ont très peu de feux de forêt, eh bien le centre, l'ouest de la France, il y aura ces risques seront là, là on parle de 2050. Donc voilà, oui, à peu près de 2050. Donc c'est un point quand même relativement important. Il y a des problèmes, alors on a aussi, quand on revient au problème santé-environnement, les canicules. Bon, c'est un véritable problème. Il y a même, il y a beaucoup d'articles maintenant sur quasiment l'impossibilité de faire face, d'aller vivre dehors, dans les activités dehors. On parle de température humide. En gros, quand certaines conditions de température et d'humidité sont là. Et donc, s'il y a des températures, et il y a certaines régions où ces conditions, en Chine, dans la Corne, au Moyen-Orient, dans certaines régions, où effectivement il fera à la fois trop chaud, trop humide, et ça sera pratiquement impossible. Alors, bon, c'est pas impossible de vivre, mais bon, ça sera pratiquement impossible de voir pendant quelque temps de l'activité dehors, disons à l'extérieur. Donc c'est quand même un problème. Et il y a quand même des conséquences sur la santé. Par exemple, actuellement, quand on parle d'extrême climatique, je vais donner quelques chiffres sur l'Europe. Actuellement, quand on parle de catastrophes climatiques, sécheresse, en Europe, surtout sécheresse, inondations, vagues de canicules, donc il y a pratiquement 5% alors je le redis, ils ne sont pas forcément liés simplement au réchauffement climatique, il y en a toujours eu, mais il y a à peu près 5% des Européens qui chaque année font face, font face à ces événements. En tout cas, sont disons, des régions qui sont liées à ces événements. Et là aussi, avec un scénario émetteur, eh bien, dans la deuxième partie de ce siècle, ce seront plutôt 2 Européens sur 3 qui feraient face à ce type d'événement. Dans un cas d'un scénario non maîtrisé. On change de monde là aussi, c'est-à-dire il y aura beaucoup plus de monde à avoir des problèmes liés au réchauffement climatique qu'actuellement. Donc, et en termes de... oui, alors je veux... Ouais, et donc ça oui, alors donc et là donc alors ça c'était des chiffres et donc en termes de nombre de décès, disons liés à ces extrêmes climatiques, mais essentiellement, je crois que 99% sont liés aux canicules. Eh bien, pour l'Europe, actuellement, on estime à 3000 décès chaque année en moyenne. C'était plus 70 000 en 2003 au niveau européen, mais en moyenne 3000 chaque année. Liés à des événements climatiques, et bien ça passerait à 150 000, ça pourrait être multiplié par 50. Donc vous voyez donc le nombre de victimes. Alors il y a le nombre de gens qui font face, mais ils ne sont pas tous victimes, mais vous voyez que c'est quand même un autre monde. Alors je vais terminer, donc je pense que Guy en reparlera aussi, peut-être de l'histoire du GIEC, de tout cela. Donc je vais terminer un petit peu par disons, vous dire ce vers quoi on va, ce vers quoi... en gros, donc ça va, je pense, ouvrir la discussion en commentant ce graphique qui se construit autour de l'accord de Paris. Disons que l'accord de Paris, en 2015, alors il y a eu trois grands accords, le protocole de Kyoto, l'accord de Copenhague et l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris avait pour objectif, donc l'objectif inscrit dans l'accord de Paris, c'est de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, bien en deçà de 2 degrés par rapport au pré-industriel, voire 1,5 degré. Alors c'est un peu du jargon. Si on regarde de façon un peu plus simple par rapport aux 5 dernières années, par exemple,
eh bien les 2 degrés, c'est 1 degré supplémentaire. 1,5 degré, c'est plutôt 1,5 degré supplémentaire par rapport aux années 2010, je dirais. Donc 1 degré supplémentaire, c'était par rapport à ces années récentes, très récentes, c'est l'objectif de l'accord de Paris, voire 1,5 degré. Alors le problème de l'accord de Paris, il y a des engagements qui ont été pris, mais ces engagements, dès au départ, il y a un fossé entre disons, les engagements de réduction et ce qui serait nécessaire pour respecter l'objectif de l'accord. En gros, il y a un facteur 3. Alors, il faudrait que les engagements des pays soient d'un facteur 3 plus élevé qu'ils ne le sont actuellement, sans parler du fait de les respecter, pour qu'effectivement on puisse rester en deçà de 2 degrés. Donc on est loin du compte et c'est vrai qu'il faudrait remonter l'ambition de l'accord de Paris, mais on voit bien qu'avec le retrait des États-Unis, ça ne facilite pas les choses, loin de là. Alors où en sommes-nous donc évidemment, les accords de Paris valent jusqu'à la fin de la prochaine décennie, voire 2025 ou 2030, ça dépend des pays. Donc si on ne fait rien, c'est le scénario dont je vous ai largement parlé, donc voilà, on part vers 4-5 degrés, vous voyez. Et en fait, l'accord de Paris, si l'accord de Paris était respecté, donc effectivement, donc on part vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Si l'accord de Paris était respecté, donc après, si on fait des hypothèses optimistes sur la partie 2030-2100, il faut quand même faire des hypothèses optimistes, c'est-à-dire de réduction des émissions, eh bien, en tout cas d'augmentation d'abord lente et puis de réduction, on est quand même parti plutôt actuellement sur des trajectoires 3 degrés,2. En fait, vous voyez, donc ça c'est les émissions, donc les émissions augmentent légèrement dans le cadre de l'accord de Paris, mais moins rapidement que si rien n'était fait. C'est là, et en fait, vous voyez, pour une stratégie de 2 degrés, il faut qu'elle diminue rapidement, et une stratégie 1,5 degré, voire encore beaucoup plus rapidement. C'est ce qui ressortira de l'accord actuel. En fait, on parle même d'émissions négatives, de la nécessité de pomper du CO2 de l'atmosphère pour respecter, je crois, aussi bien 2 degrés qu'1,5 degré. Donc, donc il y a vraiment un écart, il y a vraiment ce fossé entre, je veux dire, c'est un des problèmes, c'est que disons, les textes sont toujours très bien. Donc aussi bien l'accord de Paris qu'en France, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, elle est tout à fait, disons, appropriée par rapport à l'engagement de la France, à la nécessité de limiter le réchauffement à 2 degrés. Simplement, on ne respecte pas les objectifs, c'est ça la difficulté. L'accord de Paris, je dis, il faudrait en remonter l'ambition. Donc nous sommes dans ce monde et simplement, voilà, une fois qu'on regarde comment on produit les gaz à effet de serre, on voit bien que c'est bien sûr la production d'énergie, l'agriculture, l'industrie, le transport, et bien sûr, disons l'alimentation, bien sûr, et puis tout le problème de bâtiments et urbanisme qui sont au cœur du problème. Et donc voilà, disons, la transition énergétique, pour terminer, je souhaite finir en disant ma conviction que l'Europe doit s'investir. Donc, bien sûr, c'est bien de le faire au niveau de la France, mais la France, c'est un peu plus de 1% des émissions. L'Europe, de l'ordre de 10%, un peu moins. Mais vous voyez, si une transition énergétique réussie, c'est-à-dire aller vers pratiquement zéro carbone dans la deuxième partie de ce siècle, la France s'est même engagée à le faire pour 2050, mais c'était Nicolas Hulot qui l'a annoncé. Eh bien, contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est vraiment synonyme de dynamisme économique. C'est pas le contraire. C'est ça qui est important pour moi. Voilà, donc voilà, des créations d'emplois, disons, on parle de 5 à 8 millions de créations d'emplois en Europe, 600 000 à 900 000 on parle d'emplois nets. Donc cette idée que si on fait la transition énergétique, le développement économique est terminé, alors c'est le problème du court terme par rapport au moyen terme, mais c'est complètement faux. C'est plutôt le contraire. Le coût de ne rien faire est beaucoup plus important que de mettre en œuvre cette transition. Et puis, je pense que c'est enthousiasmant pour nos jeunes. Pourquoi ? Parce que pour la réussir, cette transition, eh bien, il faut beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, d'inventivité. Aussi bien, quand on parle d'inventivité, c'est aussi bien du point de vue technologique que du point de vue social ou sociétal. C'est très clair, c'est pas simplement, c'est d'une certaine façon un changement de mode de développement, soyons clairs, mais c'est quand même assez enthousiasmant de le mettre en œuvre. Voilà, puis c'est gentil d'avoir mis notre livre là. Pierre Laroutourou aime bien que je dise qu'on a, disons, écrit cela. Donc voilà, en gros,
pour l'Europe, il faudrait 1000 milliards chaque année. Et ça reste possible si on le décidait vraiment, et ce serait au contraire le dynamisme économique de l'Europe et le leadership, je le crois sincèrement, hein, au niveau international. Je pense que, disons, l'Europe, la Chine, les États-Unis, ce sera, disons, parmi ces trois, celui qui prendra le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique sera aussi, je pense, dans quelques décennies, le leader de cette planète. C'est très clair. Merci beaucoup.